Pour nous soutenir, veuillez vous abonner à notre chaîne. Et c'est totalement gratuit. Dans la lumière vacillante du feu de camp, il m'a avoué son désir ardent. Pas de gloire, pas de richesse, mais d'une histoire. Une histoire qui était restée si longtemps dans l'ombre qu'elle était à peine reconnaissable. Il aspirait à comprendre l'histoire gay, à en reconnaître les contours, à en vivre les hauts et les bas. Le feu crépitait, dansait, projetait de longues ombres sur les arbres environnants. C'était une nuit de secrets, d'aveux intimes, et c'est ainsi qu'il a commencé à partager sa quête avec moi. « Tu sais, dit-il, les yeux fixés sur les flammes, c'est comme si on voulait construire une maison, mais que les fondations manquaient. On sait qu'on existe, qu'il y en a d'autres comme soi, mais on ne connaît pas les racines. D'où venons-nous? Qu'avons-nous vécu? Quelles batailles ont déjà été menées ?» Sa question planait lourdement dans l'air. Et en effet, la recherche de l'histoire gay est souvent une recherche de pièces de puzzle fragmentées, éparpillées sur des millénaires. Ce n'est pas un récit simple et linéaire, mais un tissu complexe, d'oppression, de résistance, d'amour et de perte. Commençons dans l'Antiquité. Dans de nombreuses cultures de la Grèce antique et de Rome, l'amour homosexuel n'était pas un tabou, du moins pas pour toutes les couches de la population. Nous en trouvons des témoignages dans l'art, la littérature, la philosophie. Pensons au poème de Sappho de Lesbos, qui chante avec tant d'ouverture et d'intimité l'amour des femmes, que son île est encore aujourd'hui synonyme d'amour lesbien. Ou à la relation entre Alexandre le Grand et son ami Héphaïstion, une connexion qui semble aller bien au-delà de la camaraderie. Il y a également eu des exemples marquants à l'époque impériale romaine. L'empereur Hadrien, dont l'amour pour Antinoïs était si profond qu'il l'a déifié après sa mort tragique. Bien que ces relations aient souvent été marquées par des déséquilibres de pouvoir, notamment entre hommes plus âgés et plus jeunes, elles témoignent d'une ouverture qui était impensable à des époques ultérieures. Mais cette ouverture n'a pas duré. Avec l'ascension du christianisme, l'attitude de la société a fondamentalement changé. La Bible a été interprétée comme une boussole morale, et les passages condamnant les actes homosexuels sont devenus la mesure du péché et du crime. L'amour entre hommes, entre femmes, a été diabolisé, stigmatisé comme contre-nature et passible de peines draconiennes. Le Moyen-Âge a été une période de persécution. Les personnes ayant des relations homosexuelles ont été persécutées, torturées et exécutées. L'Église et le pouvoir séculier ont travaillé main dans la main pour réprimer tout écart par rapport à la norme hétérosexuelle. Des lois ont été créées pour punir ce qu'on appelait la sodomie, un terme qui, au fil du temps, a été élargi pour englober tout ce qui ne servait pas à la reproduction. Mais même dans cette période sombre, il y a eu des lueurs de résistance. Des réseaux secrets se sont formés, où des personnes ayant des penchants similaires pouvaient échanger et se soutenir mutuellement. Des artistes et des écrivains osaient cacher dans leurs œuvres des messages cachés d'amour et de désir. La Renaissance a apporté un certain relâchement des mœurs, du moins dans les hautes sphères de la société. Des artistes comme Léonard de Vinci vivaient ouvertement leur homosexualité et créaient des œuvres imprégnées d'un érotisme subtil. Pourtant, la persécution a continué, surtout dans les basses couches de la société. Le XVIIIe siècle, l'âge des Lumières, a certes fait naître de nouvelles idées de liberté et d'égalité, mais celles-ci ne s'appliquaient pas initialement aux homosexuels. Au contraire, la médecine a commencé à pathologiser l'homosexualité comme une maladie, un état qui devait être traité et guéri. Le XIXe siècle fut une époque de double morale. D'une part, les premiers mouvements de défense des droits des homosexuels ont vu le jour. Des personnalités comme Karl Heinrich Ulrichs ont courageusement lutté contre la discrimination et ont exigé l'abrogation des lois qui criminalisaient l'homosexualité. D'autre part, la persécution est devenue de plus en plus sophistiquée. Des théories scientifiques ont été détournées pour stigmatiser l'homosexualité comme une dégénérescence ou une maladie. Le début du XXe siècle a connu une brève période de tolérance, notamment dans des villes comme Berlin. Dans les années 1920, de nombreux bars, clubs et magazines destinés à un public homosexuel ont vu le jour. Mais cette courte période de liberté a été brutalement interrompue par la montée du national-socialisme. Les homosexuels ont été persécutés en tant que nuisibles à la nation, incarcérés dans des camps de concentration et assassinés. Après la Seconde Guerre mondiale, il fallut longtemps pour que la communauté gay se remette des horreurs du passé. Les lois criminalisant l'homosexualité restaient en vigueur dans de nombreux pays et la discrimination restait omniprésente. Ce n'est que dans les années 60 et 70 que le vent a commencé à tourner. Les émeutes de Stonewall en 1969 à New York sont considérées comme un tournant dans l'histoire du mouvement d'émancipation gay.
Les homosexuels, les lesbiennes, les bisexuels et les personnes trans se sont rebellés contre la violence policière et ont revendiqué leurs droits. Au cours des décennies suivantes, les homosexuels, les lesbiennes, les bisexuels, les personnes trans et les personnes intersexuelles du monde entier ont obtenu de plus en plus de droits. Les lois criminalisant l'homosexualité ont été abolies, le mariage pour tous a été introduit et la discrimination a été condamnée. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. Dans de nombreux pays du monde, les homosexuels sont encore persécutés et discriminés. La lutte pour l'égalité des droits et l'acceptation continue. Le feu crépitait doucement. Il me regarda, les yeux pleins de pensées. « C'est une longue et douloureuse histoire, dit-il, mais c'est aussi une histoire de courage, de résilience et d'amour. Une histoire qui doit être racontée pour que nous puissions tirer des leçons du passé et construire un avenir meilleur. » Et ainsi, nous sommes restés longtemps assis autour du feu de camp, parlant de l'histoire gay, de ses héros et héroïnes, de ses triomphes et de ses tragédies. Et j'ai compris que son désir n'était pas seulement un désir de savoir, mais aussi un désir d'appartenance, d'identité, d'une histoire qui pourrait lui, ainsi qu'à beaucoup d'autres, la force de suivre leur propre chemin.